Aujourd'hui, chers amis, une excellente question de Michel avec un L, un seul L, Michel, et avec en fait un deuxième L, si je puis dire. Donc, merci à toi, Michel. Question sur les modaux. Alors, modaux auxiliaires, souvent on a tendance à confondre et là on se dit, oh là, c'est de la grammaire, je vais encore rien comprendre, ça va être barbant. Mais regardez, vous allez voir tout de suite pourquoi c'est extrêmement important et on ne peut pas s'en passer. La grammaire ne doit pas être faite de manière sèche, si je puis dire. C'est-à-dire, ben voilà, on apprend une notion un peu bêtement et après on répète. Non, on doit comprendre pourquoi ça va nous servir dans notre discours, dans notre pratique de la langue de Shakespeare. Et ici, on va se pencher aujourd'hui, spécialement, et d'ailleurs c'est la partie numéro 1 puisque vous aurez la 2 demain et la partie 3, je pense qu'on la fera après-demain. Donc vous avez shall, will, would, should. OK? Je vous mets en garde contre le premier, shall. Pourquoi? Puisqu'il n'est plus usité en anglais américain. En American English, il est old-fashioned. OK? Faites vraiment attention à ceci. Si vous l'employez, on va vous regarder un peu bizarrement, je pense, honnêtement. En British English, il est encore employé. OK? Donc, petite mise en garde parce que je sais que tout le monde l'a employé à l'école et tout le monde veut l'utiliser. Mais la majorité des anglophones, des native speakers dans le monde, statistiquement, numériquement, en quantité, ne l'utilisent pas ou très peu. D'accord? Mais je l'ai noté parce que je sais que vous le connaissez. D'ailleurs, souvent, vous le maîtrisez mieux que un de ces trois, ce qui est, à mon avis, dommage. Donc, en fait, ces modaux, dans modaux, vous avez quoi? Vous avez modulé, ils servent à exprimer, à orienter le sens de la phrase. Donc, ils sont extrêmement importants. Par exemple, ils peuvent servir à exprimer une permission, une probabilité ou encore un conseil, une recommandation, un jugement, une volonté. Et c'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui. D'accord? Mais petit rappel, pour les construire, alors là on a de la chance, en anglais c'est simple, en français c'est un petit peu plus compliqué, ou c'est relativement simple en anglais. Pour les modaux, de manière générale, vous avez votre modal et derrière vous mettez la BV. Qu'est-ce que c'est la BV? C'est la base verbale. La base verbale, c'est l'infinitif sans le to. OK? Donc, je vais vous prendre un autre modal qui n'est pas dans la liste. Par exemple, can, OK? La capacité. I can do it. Je peux le faire. Vous voyez, vous avez to do, vous enlevez le to et vous gardez do. I can do it. OK, guys? Je peux le faire. Ça, c'est votre base verbale et c'est le cas pour shall, will, would, should. OK, guys? Et c'est pas would, c'est pas should, c'est court. Should, would. OK? Et on ne prononce pas le L à chaque fois. Ce n'est pas would, ce n'est pas should. OK, guys? Would, should. So, for example, pour la prédiction, ce qui va se passer dans le futur, OK? Où j'explique ce que je vais faire, ce que vous allez faire, ou ce qui pourrait se passer dans le futur. On va utiliser soit shall, soit will, soit should. OK? Alors, will, c'est vraiment une prédiction forte. Par exemple, I will be in Estonia next year. I will be in Estonia, accent tonique ici, next year. Je serai en Estonie l'année prochaine. En fait, c'est votre futur simple. Et oui, pour exprimer l'idée de futur en anglais, donc la prédiction, on n'utilise pas un auxiliaire en fait, on utilise un modal. Alors souvent, vous verrez que parfois, les modaux en anglais sont appelés auxiliary verbs. OK, guys? Je ne vous ennuie pas avec les termes techniques, mais en fait, c'est un peu les frères et sœurs, dirais-je, des auxiliaires classiques que vous connaissez, do, be et have. OK, guys? Mais ici, pour exprimer le futur en anglais, on utilise un modal. OK? I will be in Estonia next year. Je serai en Estonie l'année prochaine. Il devrait être là dans 2 minutes. Vous voyez, il est fort probable qu'il soit là. C'est quasiment sûr. On va utiliser should.
Ok, devoir, should. Futur simple, will. Vous pouvez retenir comme ça et retenez toujours des exemples. Il faut toujours partir des exemples parce que quand vous mettez dans la peau d'un exemple, c'est-à-dire, ok, je vais exprimer cette idée-là, c'est exactement comme si vous en aviez besoin là vraiment, par exemple, au téléphone, dans un email pour parler à quelqu'un. Donc, vous allez enregistrer beaucoup mieux. They should be here in 2 minutes. Il devrait être là, oh là là, pardon, excusez-moi, je parle n'importe comment. Il devrait être là dans 2 minutes. Bientôt, mon anglais va être meilleur que mon français. I shall see you tomorrow. Ok, I shall see you tomorrow. On se voit demain. Donc ça, c'est vraiment typique du British English. Ok, I shall see you tomorrow. Mais en American English, c'est I will see you tomorrow, for example. Ok. Et si vous avez l'intention, mais c'est pas encore sûr, I'm going to see you tomorrow. Ok, là c'est un petit peu moins sûr. Là vraiment la prédiction ferme, I will see you tomorrow. Ok, guys? Je reviens pas sur le to be going to qui est en fait le futur proche. Normalement, ça doit être clair. Notez, notez les exemples dans votre cahier d'apprentissage. Ok? Et pour apprendre, pour commencer ou recommencer l'anglais, ce que je vous conseille de faire, je fais une petite parenthèse, c'est de télécharger votre kit complet. Il est gratuit, il arrive directement dans votre boîte email. Vous cliquez sur le i en haut à droite, récupérez-le, il fait 37 pages illustrées concrètes. Je pense notamment à ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Commencez par ceci. Vous avez le lien juste en dessous de la vidéo si vous ne voyez pas le i en haut à droite. On continue avec la volonté. Alors, 2 choses. Là, on est dans l'anglais intermédiaire. Ça, il faut absolument que vous le compreniez. Alors, attendez. Je mets un petit cœur. Ça, c'est une forme qui est utilisée couramment, mais que vous ne verrez pas non plus très souvent. Okay? Mais il faut que vous compreniez en fait que derrière se cache want. Qu'est-ce que c'est en fait? Attendez, j'essaye vraiment de ne pas trop faire de gribouillis. Je vais faire comme ça. Il faut que vous compreniez en fait que derrière want se cache will not. Donc en fait, c'est la contraction de will not. OK, guys? Et très important, donc ça sert ce modèle à exprimer l'anglais. OK, guys? Mais en plus, ça sert à exprimer l'absence de volonté, si c'est négatif, ou la volonté. Ne pas vouloir. Regardez, et ça marche pour un objet. La voiture ne veut pas démarrer. The car won't start. OK? The car won't start. La voiture ne veut pas démarrer. Parce que si je vous donne que cette phrase sans vous montrer en anglais, vous allez me dire sûrement The car doesn't want to start. C'est un peu bancal en anglais. The car won't start, c'est vraiment la forme idiomatique, c'est-à-dire authentique en anglais. Si vous êtes débutant, il faut comprendre ce qui se cache derrière, c'est-à-dire le will not, en fait, qui est l'expression de la volonté. Littéralement, la voiture n'a pas la volonté de démarrer. Okay? D'ailleurs, will, c'est la volonté en anglais. Et si vous avez fait de l'allemand, ich will, ok? Si je ne dis pas de bêtises, oui, je veux. Wollen, c'est vouloir. Vous voyez, vous avez vraiment cette racine, c'est tellement fort comme idée, c'est tellement utilisé souvent que ça ne s'est même pas dénaturé, je dirais quasiment 10 siècles après être passé dans la langue anglaise, probablement aux alentours du 10-11e siècle. Si vous êtes un spécialiste, vous pourrez me corriger. Je vous avoue que là, je n'ai pas vérifié, mais à mon avis, c'est à peu près à ce moment que s'est fait la transition, voire même quelques siècles avant, on n'est plus à ça près comme on parle, 2000 ans, vous me passerez, chers amis, cette imprécision. Ensuite, I will do it for sure if it was possible, ok? Possible. I would do it for sure. Je le ferais. C'est sûr que je le ferais. C'est certain que je le ferais si c'était possible. If it was possible. Vous pouvez même mettre if it were possible, puisque là, on est dans l'hypothèse.
Quand on est dans l'hypothèse, à toutes les personnes, en fait, on peut mettre la forme plurielle, mais, donc même au singulier. If I were you, si j'étais toi. Typique. If I were, et pas were. OK? If I were you, si j'étais toi. C'est vraiment là du bon anglais, grammaticalement parlant. Plein de fois, vous verrez if I was. OK? If I was you. C'est pas terrible, mais il y a une chose qu'il faut comprendre et qui est culturellement pas très acceptée par nous francophones, c'est qu'on a une flexibilité, notamment dans l'American English, où deux formes côte à côte seront tolérées par 99-95% des gens. Ça passe sans aucun problème. Alors que nous, Français, on a... alors, on peut voir ça comme un côté plus pointu, plus discipliné, plus à cheval sur la qualité de la langue, ou on peut voir ça comme une rigidité. D'accord? Je vous laisse choisir. On va vraiment avoir, OK, la règle, c'est comme ça. Si tu ne prononces pas comme ça, si tu ne conjugues pas comme ça, tu ne parles pas français comme il faut. OK? Les anglo-saxons, ça c'est vraiment culturel, hein, je parle d'un point de vue culturel, sont beaucoup plus souples là-dessus, beaucoup plus flexibles. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si l'anglais est une langue qui va être beaucoup plus plastique, c'est-à-dire intégrer de nouveaux mots, de nouvelles formes plus facilement et être plus souple au niveau de ce que l'on peut utiliser pour la pratiquer. Et là, c'est l'exemple parfait. If it was possible, if it were possible. OK, guys? Donc, là, c'est très important de comprendre qu'on va commencer par le if. Si c'était possible, d'ailleurs, c'est comme en français. Vous voyez, vous avez votre imparfait. Ici, vous mettez un past simple et après, vous mettez le conditionnel. Si c'était possible, je le ferais. OK? Ça, c'est du conditionnel en français. Donc là, on a une symétrie parfaite entre le français et l'anglais. Profitez-en. Et d'ailleurs, souvent, quand vous vous trompez dans les si ça se passait, alors je ferais ceci, vous vous trompez. Pourquoi? Parce que vous ne maîtrisez pas toujours bien les temps en français. Alors, je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais parfois, c'est le cas et c'est ce qui vous joue des tours. I would do it for sure if it was, if it were possible. OK? Donc là, on est typiquement dans la volonté. OK? Ensuite, would, la recommandation, le jugement. Et oui, parce que ce n'est pas que pour l'hypothèse, d'accord, ou pour l'expression d'une volonté, comme on l'a vu ici. I would not do that if I were you. OK? Et pas if I was you. S'il vous plaît, c'est pas très beau, ça sonne pas terrible en anglais. OK? C'est légèrement moins choquant, je trouve, avec it. Et encore une fois, vous verrez plein de gens qui vont vous dire if I was you, et c'est culturellement beaucoup plus accepté, d'accord? Parce que si je vous dis en français la chose que je te parle, j'espère que ça vous a écorché les oreilles, d'accord? Mais si je faisais une telle faute en anglais, je sais que c'est dur pour nous francophones à se le représenter, mais j'insiste sur l'aspect culturel. Pour une grande majorité de gens, ça passerait en fait, parce que c'est beaucoup plus accepté en fait d'avoir cette flexibilité dans la langue. Je vous laisse vous faire votre propre jugement. Je vous donne simplement factuellement comment ça se passe. C'est très très important. I would not do that if I were you. Je ne le ferais pas. Conditionnel, d'accord? Si on n'avait pas de S, ça serait donc le futur simple. I will not do that. OK? Attendez, j'essaie de vous trouver quelque chose avec... J'ai oublié un exemple avec should, OK? Je vous rajouterai un exemple avec should. Guys, on en aura un sûrement dans les exercices, mais je n'ai pas d'exemple à la première personne du singulier avec will, mais I will do it. Je le ferai, d'accord? Volonté, c'est clair et net. Hein? Et I will not do that, je ne le ferai pas, alors là, on est quand même dans le jugement, recommandation vraiment forte. C'est une façon de donner un ordre de manière détournée. Hein. Si j'étais toi, je ne ferais pas ça, on est en mode moral. OK, guys? Donc, je ne le ferai pas si j'étais toi. Ces exemples sont à retenir, mais avant de les retenir, il faut les comprendre. C'est le plus important. Donc, j'espère que c'est bon pour vous. Demain, on va continuer avec une série d'exemples et après, on fera un exercice, chers amis. J'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à quoi? Cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite et à récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Je vous dis
À très vite. Well, talk to you tomorrow, guys. Bye bye.